Jean-Pierre Vérange, bonjour. Bonjour Bertrand. Alors Jean-Pierre, je ne sais pas vraiment comment te décrire et de toute façon tu le feras mieux que moi évidemment auprès des auditeurs. J'ai la chance de pouvoir t'avoir. Je t'ai connu parce que tu fais maintenant un peu de formation dans le secteur humanitaire, mais surtout tu as été jusqu'à des très hauts niveaux dans de la gestion d'épidémies. Tu as notamment bossé pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au niveau des Nations Unies. Ce que je te propose, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours, que tu te présentes en quelques mots, et puis on parlera, voilà, au programme, il y a du Ebola, il y a tout un tas d'épidémies dont tu pourras nous parler et nous faire découvrir un petit peu les coulisses de la gestion de crise, de la gestion d'épidémies dans le contexte humanitaire. Donc Jean-Pierre, je Ah, te laisse te présenter. parfait, merci Bertrand. Écoute, je suis déjà honoré que tu puisses m'inviter sur ce podcast, hein, c'est sympa. Et je trouve que le fait de pouvoir partager pour d'autres personnes, chacun ses expériences, bah, c'est une vraie plus-value. Donc moi, comme tu l'as présenté, je m'appelle Jean-Pierre Véran, je suis dans le milieu, donc j'ai commencé après une formation à Bioforce en 1992, euh, où j'ai eu une formation, à l'époque c'était des formations qui étaient étalées sur 3 ans, où on nous formait sur je dirais quelque chose d'assez large, sur un spectre large d'action humanitaire, autant sur l'urgence, la post-urgence et le développement. Et on était amené à partir sur tout type de terrain. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé ma carrière au Libéria sur un contexte de conflit et de guerre compliqué, avec une première épidémie à gérer. Et moi, à Biofor, je m'étais déjà spécialisé dans la partie logistique humanitaire santé, mais à plus la partie, ce qu'on appelle le WASH, donc l'eau et l'assainissement. Et j'ai poursuivi cette spécialisation après par une licence en France, mais voilà, j'avais déjà ça. Et là, j'ai été confronté à la réalité du terrain. Bon, je vais pas te passer en revue toutes les missions parce que 30 et quelques années, ça fait beaucoup. Mais voilà, je suis parti sur des contextes de génocide où j'ai vécu 2 génocides au Rwanda et là aussi des génocides des Rohingyas, des conflits armés entre le Libéria, Sierra Leone, l'Afghanistan, l'Irak, enfin, des conflits qui sont compliqués, des déplacements de population internes, externes, donc réfugiés, IDPs, et quelques projets de rapatriement aussi en Ouganda. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité de travailler autant en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Proche-Orient, ce qui m'a ouvert un champ assez large dans la gestion des crises, des urgences, des catastrophes naturelles, mais aussi des projets de post-urgence sur on va dire, de la reconstruction et de l'accompagnement. Voilà, et donc du coup, bah, j'ai effectivement eu à gérer des contextes compliqués d'insécurité, je dirais de conflits qu'il pouvait y avoir autant dans le pays que dans les pays limitrophes. Et puis aussi, pendant 10 ans, spécialisé sur la gestion d'épidémies, donc surtout aux Nations Unies, et avec alors, 3 agences principalement. J'ai travaillé pour l'UNICEF, l'OMS et IOM, l'Agence pour les migrations, mais surtout à l'OMS où j'ai occupé des postes dans la gestion d'épidémies classiques, choléra, fièvre jaune, Ebola en majorité, sur de la coordination de gros projets, notamment 2014-2016 sur la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est ça. Et puis j'ai une partie de ma carrière où j'enseigne, puisque j'ai monté un master pour Bioforce il y a quelques années, et j'enseigne pour l'école 3A sur les 4 campus, où je prends beaucoup de plaisir dans l'enseignement, où je partage ce que j'ai vécu sur le terrain, et avec d'autres structures aussi, avec la fac de Clermont, et ainsi de suite. Voilà un petit peu le parcours. Bon, moi j'avais commencé en faisant un tour du monde en sac à dos, et c'est là que j'ai un petit peu côtoyé différentes situations de mal développement qui m'ont amené à réfléchir sur bah, qu'est-ce que je peux faire moi. Donc j'étais un peu perdu là-dessus. Et c'est le hasard des rencontres, s'il y a un hasard, qui m'a fait euh, enfin, qui m'a mis en relation avec quelqu'un qui avait fait Bioforce. À l'époque, je ne savais pas ce qu'était Bioforce. Ouais, Alors, ça a démarré comme ça. Bioforce, ça a été créé en 1983, donc toi, tu arrives quasiment 9 ans après la 10 ans, ouais. création. Ouais. Mm. Et donc, c'est exactement la question que je voulais te poser. À quel âge est-ce que tu rentres à Bioforce? Est-ce que tu avais fait d'autres choses avant? Donc, tu parles de ce voyage en sac à dos. Qu'est-ce qui t'a motivé fondamentalement à partir vers le secteur humanitaire? Bah, c'est ça, hein, c'est effectivement, j'ai pris j'avais une vraie envie de voyager, découvrir le monde à ce moment-là. À l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc, du coup, si on voulait découvrir des choses, c'était par le voyage, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai eu cette opportunité de faire un tour d'Europe déjà en premier, pendant plusieurs mois. Et puis
piqué un petit peu par cette envie de voyager, j'ai voulu aller plus loin. Donc, je suis parti sur un tour du monde en passant par voilà, des pays, enfin, des pays qui vont bousculer un petit peu ma vision des choses, hein. Le Pakistan de l'époque, l'Inde, voilà, tout un tas de pays en développement, l'Amérique latine. Donc, j'avais voyagé au Pérou, Colombie, mais on parle de ça il y a plus de 30 ans. Donc, c'était les pays à l'époque qui étaient en réelle crise à tous les niveaux et des niveaux de pauvreté relativement élevés. Et ça m'a mis en évidence des vrais problèmes de mal développement. Voilà, c'est quoi, c'est lié à quoi, pourquoi ces gens sont dans cette situation, qu'est-ce qui se passe, quel est voilà, quelle est l'interaction politique et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement en tant qu'individu. Et donc, c'est de là que ça a démarré et c'est là que Bioforce, qui est cette école à Lyon, m'avait à l'époque permis ça. Alors, il y a d'autres écoles, hein. Il y a 3A qui le fait aussi maintenant. Il y a d'autres structures qui sont extrêmement intéressantes pour ça, qui préparent les jeunes. À l'époque, voilà, il y avait 3A et Bioforce, et moi j'avais été en relation avec 3A, avec Bioforce, pardon, que 3A je connaissais pas. Voilà, donc c'est ça un peu le démarrage, si tu veux, de l'impulsion qui a été donnée, de la découverte du monde et puis de vouloir faire quelque chose. Tu avais quel âge exactement quand tu es rentré à Bah, Bioforce? tu me poses une vraie colle, j'avais un peu plus de 25 ans, parce que je crois que j'avais une dérogation pour rentrer après, donc il faut que je fasse le calcul, mais un peu plus de 25 ans. Euh, ouais, c'est ça. Donc 25 ans, ouais, ouais. Donc c'était, j'avais une certaine maturité déjà, mais bon, j'avais jamais vraiment côtoyé le milieu. Donc ça a été une vraie découverte, ça a été un plongeon direct dans l'arène, quoi. Ça a été assez dur, hein. La première mission a été compliquée, très très compliquée, mais Alors ça tu reste la disais que meilleure. c'était au Sierra Leone, c'est ça? C'était en Libéria, mais Ah, bon, Libéria, pardon, excuse-moi. Tu peux expliquer le euh, contexte du Libéria à l'époque, parce que on en parle très peu maintenant de ce pays, c'est assez inconnu. Est-ce que pour rappel, tu peux expliquer un petit peu quelle était la crise à l'époque et dans quel cadre tu intervenais là-bas? alors, la crise était relativement complexe et c'était une guerre fratricide qui touchait ce pays-là avec un conflit entre un leader qui s'appelait Charles Taylor et puis un opposant qui venait justement bousculer un petit peu les lignes. Et donc, c'était des conflits fratricides entre des groupes armés, beaucoup d'enfants soldats, c'était surtout ça. Et c'était alors une guerre liée alors, à une histoire liée au fait que le Libéria a une histoire avec les États-Unis. C'est Il y a ça, un, ouais. voilà, il y a un philanthrope américain qui a dit, bah, tiens, à la fin de l'esclavage, il a dit, vous venez d'Afrique, vous allez repartir en Afrique. Mais comme les gens ne savaient pas d'où ils venaient, il fallait leur trouver un pays. Et donc, ce philanthrope a dit, ben, on va trouver un pays. Donc, ils ont trouvé un pays qu'ils ont nommé Libéria, mais ce pays était déjà habité par des populations autochtones. Et les gens qui sont arrivés des États-Unis pour réintégrer l'Afrique, même s'ils étaient d'autres pays, ils étaient du continent, mais ils étaient peut-être du Congo ou du Bénin. Bon, ils intégraient ce pays. Et le problème, c'est que quasiment en arrivant, ils ont rendu esclave la population autochtone. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont reproduit ce qu'ils avaient vécu eux, en tant qu'esclaves avec ces populations. Donc ça a tenu un petit moment. Et la population autochtone, un jour, s'est rébellée, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un gars avec Samuel Doe, enfin bref, qu'importe, qui a monté une révolution, hein, c'est ça. Donc, ça a déstabilisé le pays et ça a créé des factions. Il y en avait plusieurs. Et moi, je travaillais dans la faction Ulimo, qui était la faction tenue à l'époque par des mouvements assez durs, hein, on va dire même très, très durs. Et de l'autre côté, il y avait Charles Taylor, qui était un dictateur qui a été depuis jugé à la Cour pénale, mais voilà, c'était des combats horribles. C'était pas les armes lourdes, là-bas, c'était pas ça, hein, mais c'était quand même des mines partout, des villages entiers brûlés, des personnes violentées. Donc c'était un conflit extrêmement déstabilisant et ça a été un conflit qui a beaucoup, beaucoup marqué l'Afrique, avec surtout le problème des enfants soldats qui étaient enrôlés dans les conflits et qui étaient abusés, qui étaient sous euh, enfin, ils prenaient des substances pas tout à fait licites, quoi. Donc, du coup, ouais, ils étaient je dirais, des actions quand même qui étaient très dangereuses et surtout, à 9, 10 ans, 11 ans, c'est pas la place d'un gamin d'avoir un flingue et d'être à un checkpoint. Et malheureusement, c'est ce qui se passait. Donc, ça a été très, très déstabilisant je dirais, de voir ça et de côtoyer au quotidien des situations de destruction, de déplacement de population. C'est la première fois que je voyais ça. Et puis on va dire, de gens qui sont dans une détresse parce que
tout s'écroule, alors que c'était un pays qui avait atteint le plus haut taux de PIB au monde à une époque. D'accord? C'était les grandes compagnies américaines qui avaient des plantations Firestone là, de VA. Il y avait les Allemands qui étaient très bien faits. C'était un pays très, 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 très prospère et très riche, mais inimaginable. Ils avaient atteint le record du monde, d'ailleurs, il est là. Bon, voilà, et ils ont dégringolé. Et on a fini je dirais, dans des cas de pauvreté que j'aurais jamais pensé côtoyer dans ma vie et de détresse. Voilà. Donc ça, c'était la première mission. Donc ça met au parfum pendant 7 mois, des milliers de déplacés, des choses comme ça. Et donc ça a été ta toute première mission. Hmm. Quand on ressort d'une expérience comme celle-ci, un contexte aussi explosif, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de retourner travailler dans le secteur humanitaire? Parce que c'est quand même un coup à te dégoûter, j'imagine. Oui, bon, en plus, nous, à l'époque, ce qui est plus tout à fait le cas partout, et tant mieux, on était vraiment sur la ligne de front, hein, donc on était vraiment dans des zones très, très, très impactées. Le village dans lequel on était en plein milieu des conflits, a été, pour donner une idée, en 3 mois, attaqué une quinzaine de fois. Voilà. Ah oui. Ouais, donc c'était incroyable. À l'arme lourde, avec des RPG, enfin des lance-roquettes, des trucs comme ça. Donc oui, il y avait des prises, reprises de la ville. Enfin, c'était très, très, très dangereux. Enfin, c'est inimaginable. Une seule voie d'accès, une vingtaine de checkpoints, des mines partout. Une condition, voilà, on rentrait en capitale qu'une fois par mois. On n'avait pas de téléphone, évidemment, parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc on communiquait par radio. Un isolement total. Voilà. Donc, il fallait avoir le moral solide, il fallait avoir une toute petite équipe. Moi, j'étais chef de projet, je faisais tout, hein, la logistique, la comptabilité, la gestion, avec deux autres personnes qui étaient dans le service médical. On réhabilitait un hôpital, on mettait la wash et on gérait les épidémies, parce qu'il y avait une épidémie de dysenterie, choléra qui était aussi là en même temps. Évidemment, tout avait été détruit. Donc, psychologiquement, comment on revient terriblement affecté. Surtout que j'ai vécu des choses vraiment personnellement très, très complexes, enfin, difficiles à vivre sur place. Et donc, voilà, à l'époque, aucun soutien. Aucun soutien psychologique, rien du tout. La preuve, c'est que je rentre en France, je reste au siège quelques semaines pour organiser une très grande formation pour l'ONG avec laquelle je travaillais. Et là, le directeur de l'ONG me dit, bah, qu'est-ce que tu fais les 3 prochains mois? Il y a un truc qui se passe là qui est en train de bouger au Rwanda, on a besoin d'un chef de mission. Donc voilà, donc ça a été même une couche supplémentaire. Alors, Ah oui, il y ah, t'as avait, enchaîné avec le Rwanda. alors j'ai enchaîné sur la crise du Rwanda avec chef de projet, chef de mission même complètement, avec le plus grand camp du monde à l'époque qui se situe à Benako, qui était à 6 kilomètres de la frontière avec le Rwanda. Et donc on était en lien avec ça, et donc c'était la détresse humaine à un niveau inimaginable aussi là, avec un défilé quotidien de 10 000 12 000 personnes qui arrivaient avec des blessures, avec des traumatismes plus horribles les uns que les autres, mais aussi dans le lot des génocidaires. Mais ça, c'est toute cette ambiance délétère qui était là dans ce camp qui faisait 450 000 personnes, où on était très peu d'ONG à l'époque à gérer ça, une très très bonne entente, une très bonne coordination, ça je me souviendrai de ça. Heureusement. Voilà, on vivait sous tente, on vivait avec les réfugiés, ce qui n'existe plus non plus maintenant, avec du recul, jusqu'au jour où le camp a été attaqué, sûrement par des groupes de génocidaires d'ailleurs qui voulaient peut-être pas certaines choses soient dévoilées. Et donc, voilà, ça reste des moments forts au niveau des équipes, des gens, et c'est ce qu'on garde en tête, mais aussi fort au niveau de la détresse, du risque et du danger. On a dû évacuer le camp pendant 2 semaines. Alors moi, comme j'ai été chef de mission, quand même, très jeune chef de mission, j'ai 27 ans, bah, je suis resté sur place pour gérer tout ça, mais toutes mes équipes, je les ai envoyées en Tanzanie en vacances. Voilà. Donc, bon, j'ai aucun regret parce que l'expérience est magnifique à tous les niveaux, hein, mais effectivement, c'est pas un soutien psychologique que t'envoyer sur un génocide, ça c'est clair. Et donc, à l'époque, on avait une bonne coordination avec les collègues qui étaient basés au Burundi. On travaillait beaucoup avec le Burundi, où j'ai dû aller aussi au Burundi d'ailleurs, pour collaborer, coordonner sur des trucs. Et puis sur le Rwanda lui-même, où on avait obligatoirement une interface avec ce qui se passait, ce qui était en train bah, soit de se mettre en route pour des projets pour aller apporter de l'aide, soit carrément pour définir des stratégies à court terme, parce que là, on ne parle que de court terme. On ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Donc, voilà, un enchaînement quand même assez brutal. Euh,
pas de soutien, à ce niveau-là, vraiment. Bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait, très, très, très compliqué au niveau logistique, très compliqué au niveau communication, très compliqué au niveau, à tous les niveaux. Voilà. Bon, ça a été un apprentissage énorme, hein, c'est clair. Mmh. Je voulais revenir sur un point que tu as évoqué. Tu as utilisé 2 fois le terme et sur le podcast, on aime bien, quand même rappeler, le vocabulaire et les acronymes pour que ce soit clair pour tout le monde. Tu as utilisé 2 fois le terme WASH, Oui. en précisant que c'était, la gestion de l'eau. En fait, WASH, c'est Water Assessment, Sanitation and Hygiene, donc eau, hygiène et assainissement, c'est comme ça souvent qu'on dit en français. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer le lien qu'il y a entre la gestion de l'eau et justement la prévention des maladies? Tu as parlé de dysenterie tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, quel est l'enjeu, quelle est la place de la gestion de l'eau, notamment quand on gère, des structures hospitalières? Oui, peut-être revenir, le terme anglais là, il est séparé pour moi en 3 volets. Le volet technique, avec 2 volets techniques, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement, et le volet, social qui est le volet de promotion et d'éducation à l'hygiène et à la santé. Donc ça, c'est 2 choses, et ces volets-là, ils sont très complémentaires au monde de la santé. Ils sont même obligatoires au monde de la santé, c'est pas qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire, ils permettent, dans des situations délabrées, déstructurées, de venir apporter un soutien technique, pour que les gens puissent avoir de l'eau, donc l'accès à l'eau, ce qui est quand même la problématique de 1 milliard de gens sur la planète, et l'assainissement qui est une problématique qui touche 2 milliards de gens sur la planète. C'est, assez impressionnant. Nous, on sait que depuis les années 1800 et quelques, on a 1900 en tout cas, on a accès à l'eau dans toutes nos maisons et à l'assainissement et au drainage et à l'injection des ordures et tout ça, ce qui est pas le cas des pays, beaucoup de pays dans lesquels on travaille. Donc cette composante eau, technique, eau et assainissement est, épaulée à 50 par la gestion, sociale. Donc la gestion sociale, c'est tout ce qui est promouvoir la l'hygiène, à quoi ça sert de se laver les mains avec le savon, qui contribue à plus de 40 à la réduction de certaines maladies. Dans le choléra, c'est énorme. Vous voyez, rien qu'en se lavant les mains, ça joue un rôle énorme. Autant, il faut avoir du savon, il faut avoir de l'eau, évidemment. Et puis toute la partie traitement de cette eau-là. Traitement alors qui va sur, de la turbidité, donc les matières en suspension, et puis après, le traitement, bactériologique. Donc la wash est un complément, pas un complément, c'est vraiment le bras armé de la santé, où on a besoin de 60 litres d'eau par jour et par personne dans un établissement qui gère, des gens atteints par le choléra. Donc s'il n'y a pas d'eau, bah, on ne peut pas soigner ces gens-là. 60 litres, c'est quand même énorme. 200, 300 pour de l'Ebola. Donc, sans approvisionnement d'eau, pas de gestion de ça. Donc, les médecins ou les infirmiers ne pourront rien faire parce qu'il faut nettoyer, il y a tout un tas de trucs. Et du coup, le rôle qu'on joue, nous, il y a 2 rôles. Il y a un rôle purement préventif, comme je viens de l'expliquer, dans la sensibilisation, mais il y a un rôle purement curatif et technique où on apporte les infrastructures, on distribue, ça peut être du savon, des pastilles de chlore, tout un tas de choses qui vont permettre de limiter la propagation et limiter, on va dire la contamination. Surtout sur des maladies, diarrhéiques qui vont être, les maladies, les plus fréquentes que l'on va, avoir, sur les pays dans lesquels on bosse. Donc la WASH est une composante majeure, essentielle et obligatoire, pour lutter, justement sur ces épidémies-là, pour les réduire, en tout cas réduire leur impact et réduire leur propagation, leur contamination, ne serait-ce que par le lavage des mains et par l'apport d'eau potable et de construction sanitaire, on va dire basique, au moins au départ. Mmh. Et avec quelle ONG est-ce que tu étais parti à cette époque-là? Quand tu dis, Libéria puis, Rwanda? À l'époque, je travaillais pour une ONG, qui est une grande ONG française maintenant, qui s'appelle Action contre la faim, Mmh. voilà, qui était au démarrage, enfin, on est une ONG qui avait démarré depuis déjà un petit bout de temps, mais c'était quand même une petite structure, et donc on était dans ce développement. On a participé à ce développement de cette structure qui est devenue une grande structure maintenant. Hem, on a monté le département WASH, donc c'est une personne qui a monté ce département, donc on était une dizaine de WASH à l'époque. La logistique aussi était quelque chose d'extrêmement bien tenu, et cette ONG s'est développée sur la nutrition et puis sur la WASH justement avec, un lien santé et un lien aussi fort avec les épidémies et tout ça, quoi. Mmh. Et maintenant, aujourd'hui, Action contre la faim est quand même assez réputé sur tout ce qui est justement, gestion de l'eau, programme, Oui, oui, bah, on avait à l'époque, mis en commun un petit peu tous nos savoirs là avec tous les collègues, et il y a un livre qui avait été publié, et ce livre était un peu le démarrage de voilà,
faire profiter, parce que c'était les anglo-saxons qui avaient un petit peu le monopole, mais le monopole du bon sens du terme, de cette partie wash pendant longtemps, avec des grandes structures comme Oxfam ou d'autres structures qui faisaient ça. Et en France, on était un petit peu à la traîne. Et donc, c'est un collègue qui s'appelle Jean-Michel Vouillemot qui a eu l'idée à l'ACF de monter ce département. Et c'est une excellente idée. Et de là sont partis tous les projets WASH qu'on connaît maintenant, hein. Dans toutes les autres ONG françaises, tout est parti de cette dynamique progressive d'ACF. Et MSF avait déjà des choses, mais qui étaient plus basiques, où on mettait de l'eau dans des réservoirs souples et tout ça, mais c'était plus basique. Donc voilà, quoi. OK, super. Et tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit, au Rwanda, il y avait une excellente, coordination à ce moment-là des acteurs humanitaires. Je veux bien que tu en parles un petit peu parce que ce que je sais, c'est que, après la crise du Rwanda, en 1997, se met en place un projet qu'on appelle le projet, des standards Faire. Sphère, exactement. Et je Mhm. sais que c'est issu de cette, crise-là parce qu'il y avait justement eu un retour d'expérience sur, les besoins de coordination de l'action humanitaire. Alors, je veux Mhm. bien que tu développes un petit peu ce point-là. Qu'est-ce que tu entends par une bonne coordination des acteurs humanitaires à cette époque-là? Alors peut-être pour rectifier, le Rwanda, je ne sais pas, parce que c'était compliqué. Moi, je parle plutôt de la partie qui était la partie émergée de l'iceberg. C'était nous, on était dans un camp qui s'appelait Benako, donc un camp qui était sur la partie tanzanienne à 6 kilomètres, ce qui est complètement pas dans les clous, parce que normalement, on doit être à 40 kilomètres d'une frontière. Donc là, on est à 6 kilomètres. Il n'y a pas le choix, hein, 250 personnes, 250 000 personnes qui arrivent d'un coup, puis après, il y en a eu d'autres. C'est énorme, c'est une ville entière. La ville de Rennes, Ouais, c'est quasiment, bah oui, Rennes, je sais pas combien d'habitants, 200 000 peut-être. je crois que c'est oui, c'est à peu près 300 000, Bon, habitants. tu Ouais. imagines quasiment le double, qui arrive du jour au lendemain, qui s'installe sans eau, sans assainissement, sans rien. Et ils se sont installés là pour une raison précise, c'est qu'il y a un Italien qui était un gars qui était plus là, hein, qui était mort, qui avait construit une maison dans un coin complètement isolé de la savane et qui avait construit un lac pour se faire plaisir parce qu'il aimait ça. Et bon, il était mort depuis très très longtemps et le lac était toujours là. Et donc les Ouais. gens sont installés là. C'est ça l'histoire. Autour Donc de du l'eau. coup, autour de l'eau, ouais, comme d'habitude. Et donc, la coordination, je parle de cette coordination-là dans ce cas au début, de ce que j'ai connu moi. La suite, j'en sais rien, je suis parti sur la Birmanie après, une autre, euh, une autre aventure. Et à l'époque, là, vraiment, très franchement, sur cette première époque du camp, moi, alors, il y a toujours des choses à reprocher hein, sur les Mmh. coordinations, mais enfin, honnêtement, sur la difficulté, on avait je- rarement connu des camps comme ça. Puis après, il faut savoir qu'il y a eu Goma, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de Ouais. gens qui sont partis sur la RDC. On a eu la plus grande épidémie enregistrée avec des milliers de morts sur 3 semaines, 60 000 morts, enfin des trucs de fou. On voyait Oui, parce qu'il y a eu le des- choléra sur un des camps, bah, il y a eu le choléra dans beaucoup de communs. camps. Au final, Ouais. on l'a eu à Benako. Donc là, c'était la catastrophe. On l'a eu après à Goma. Goma a été la fuite. Goma, c'est un République démocratique du Congo. Et puis, on l'a eu au Burundi. Enfin, on l'a eu dans toute la zone. Et ça a été des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de morts par semaine. Le choléra, ça tue en 24-48 heures. On est déshydraté. Alors, c'est facile à soigner, c'est pas cher, mais c'est rapide. Donc, il faut être très rapide sur les actions. Et quand ça arrive de tous les fronts, c'est compliqué. Et donc, moi, je parle de cette coordination dans ce camp de Benako au départ, où très franchement, les choses se sont mises plutôt bien en place. Et il y avait une très bonne ambiance entre toutes les ONG, tous les collègues qui étaient là. Oxfam, MSF, tous les MSF étaient là. Bon. Après, il y a eu un problème parce qu'il y a des structures qui ont fait un choix de dire nous, on ne travaille plus avec les jeunes ECDR et on s'en va. Bon, moi, je me suis positionné différemment avec mon ONG. C'est pas moi qui ai pris la décision finale, mais j'ai exposé mes choses où j'ai juste dit ben oui, il y a des jeunes ECDR dans le camp, c'est bien évident. Le problème, c'est que moi, je vois des enfants, là, il y en a un qui a 3 ans, il y a une femme enceinte. Est-ce qu'ils sont génocidaires? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le même principe qu'on a des 4 principes humanitaires, d'humanité, d'indépendance et tout, c'est comment je me positionne face à ça. Donc voilà, nous, il a été très clair que le choix serait fait de rester tout en n'étant pas dupe qu'il y avait des gens qui n'étaient pas clairs. Mais moi, je ne suis pas au tribunal pénal. À l'époque, d'ailleurs, c'était pas encore ça. Mais Oui, donc, c'est créé qu'est-ce après. qu'on met en place? Ça a été créé après, ouais. Et donc, du coup, euh, la coordination à ce moment-là, hein, je dis bien, a été plutôt correcte, plutôt bonne. Moi, c'est le souvenir que j'en ai. Et surtout, l'entraide entre les collègues. Voilà. CARE, euh, Save the Children, Oxfam, il y avait une vraie entraide. Il y avait franchement une vraie entraide, très clairement. Moi, je suis resté 3 mois sur les premiers temps. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette période-là a été plutôt positive à mon sens. Voilà, ma vision des choses, en tout cas.
Et quand tu dis entraide, en fait, c'est, on va partager de l'information, on va partager les évaluations de besoins qu'on fait. C'est ça? Ça va être du prêt de matériel, de moyens logistiques? Ça se caractérise comment finalement cette entraide, cette coordination? C'est une combinaison de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de partage d'informations, là, il n'y a pas de rétention, très au contraire, vraiment au contraire, c'était une vraie ouverture là-dessus. Du prêt de matériel, oui, ça très clairement, ou même, je dirais, alors c'est pas du prêt, hein, mais des échanges d'expertise, voilà, qui pouvaient être là. De ce que j'ai vécu moi, hein, avec, je me rappelle, une ONG irlandaise que j'aime beaucoup, Goal, qui était venu sur la lutte vectorielle parce qu'on avait tout un tas de gens qui étaient venus avec leur bétail et on avait un Ouais. gros problème avec les mouches. Donc, il fallait faire un programme en lien avec les vecteurs. Donc, Tu parles on des échange. vecteurs de maladies, hein, c'est ça? Ouais, Les alors mouches sont voilà, tous les vecteurs qu'on peut avoir. Donc, les vecteurs peuvent être des moustiques, hein. Il y a des moustiques qui véhiculent 5 maladies vectorielles les plus connues. Puis, il y a des mouches, la mouche tsetse, tout un tas de choses. Donc, tous ces vecteurs-là, ils sont à prendre en compte. Alors, c'est compliqué, hein. Mais voilà, on avait eu une belle coordination avec Gaulle, avec MSF. On avait même fait un programme en partenariat moitié-moitié. Nous, on donnait du staff, eux du matin. Enfin, non, moi, j'ai trouvé, hein, ma vision des choses de l'époque. Si on faisait un flashback, peut-être que je verrais certaines choses maintenant. Voilà. Mais à l'époque, j'avais trouvé que c'était dans la détresse, l'urgence de jamais avoir connu ça avant. Enfin, pour moi, obligatoirement, qui commençait, mais même pour des anciens voilà, début de la vie, un camp de 400 000 personnes. Ouais, il n'y avait pas tous les jours qui se montaient. Donc, avec toute l'urgence qu'il y avait derrière, avec tout ce qu'a créé comme détresse le génocide du Rwanda, hein, donc avec le déplacement de population sur la zone de Goma, sur la déstabilisation du Burundi et sur d'autres zones. Donc oui, moi à l'époque, j'ai trouvé que ces premiers temps étaient plutôt bien coordonnés. Voilà, plutôt bien. et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, tu as décrit donc la situation au Rwanda où dans le camp, il y avait des génocidaires qui étaient également bénéficiaires de l'aide, humanitaire, et tu disais, bah, ça posait des problèmes éthiques. Tu as rappelé, rapidement les 4 principes, fondateurs de l'action humanitaire, la Mhm. neutralité, l'impartialité, l'indépendance et l'humanité qui sont Mhm. issus, des principes, de la Croix-Rouge, Henri Dunant et cetera. Et, et, mmh, et, et en fait, c'est un cas qui est intéressant parce que je sais que Médecins sans frontières, par exemple, a sorti des case of study, des études de cas sur les prises de parole publiques de Médecins sans frontières et que eux-mêmes, à cette époque-là, n'étaient pas d'accord entre sections, parce que donc il y a Mhm. plusieurs sections à Médecins sans frontières. Ils n'étaient pas forcément d'accord sur, en gros, la question éthique, le dilemme éthique, c'était est-ce qu'on reste et qu'on continue à aider, sachant que on observe et on assiste à des exactions Mhm. dans les camps, ou est-ce qu'on se retire au risque de ne plus aider donc ces personnes-là, mais pour pouvoir dénoncer ce qui s'y passe. Est-ce que toi, tu te rappelles avoir été confronté à ce dilemme-là de façon et Bah, comment ça s'est caractérisé? ouais, je peux même te donner carrément un scoop, enfin, qui est plus un scoop après 30 ans, mais une histoire que j'ai vraiment vécue en direct, celle-là. Alors, c'est pas au Rwanda, hein, on est en Tanzanie, à 5 kilomètres du Rwanda. Oui, On n'est c'est pas au ça. Rwanda. Bah, du coup, j'étais chez MSF Espagne à l'époque. Comme je parlais espagnol, j'aimais bien entretenir un peu l'espagnol, et donc je passais régulièrement chez eux, on discutait et tout ça, on avait de très bonnes relations. Et puis là, un soir, vraiment lors du repas, il y a un gars qui se lève et qui dit en espagnol, bah, ceux qui veulent partir avec moi en part, on n'en peut plus. C'était un soignant, je crois que c'est un coordinateur infirmier, et on peut plus travailler avec des génocidaires et tout. Et là, les gars qui ont suivi son idée, en tout cas, on sont levés, ils sont partis. Alors quand tu dis: «On peut plus travailler avec les génocidaires», c'est parce qu'ils étaient embauchés aussi dans le camp en tant que gardiens, Non, je sais pas tout. C'est-à-dire, à l'époque, si vous voulez, moi, j'étais submergé par tout ce qu'il y avait à faire, par mes équipes. J'avais une équipe d'une vingtaine d'expatriés, je crois. Donc, c'est énorme. J'avais une équipe de plusieurs dizaines et dizaines de locaux. On avait des gros programmes, on avait plein de choses. Et donc, si tu veux, j'avais du mal maintenant, avec l'expérience, j'aurais plus de capacité et de recul à pouvoir gérer tout ça. Maintenant, et puis 30 ans, tu vois, je me rappelle plus de tout. Évidemment qu'il devait y avoir des gens comme ça impliqués, mais c'est plus dans le camp qui vivaient là et qui manipulaient les populations. Au sein des ONG, s'il y en avait, sûrement qu'il y en avait, ça c'est sûr, mais surtout dans le camp. Et donc, on sait qu'il y avait des gens qui manipulaient les gens, les populations, voilà, pour qu'ils soient protégés. En fin de compte, ces génocidaires venaient chercher une protection dans le camp, c'est très très clair. Et donc, du coup, ces gens-là avaient dit on peut plus, et on part. Et les gens, et ça, je l'ai vécu, hein, ça, c'est pas un témoignage, j'ai eu.
Et le gars a pris la bagnole avec d'autres gars. Ils sont partis le soir. Waouh! Un choc. Je me rappellerai toute ma vie parce que ça a été un choc pour les gens qui sont restés. Très peu de gens sont restés de cette équipe. Et ça a été le début des discussions et des. Voilà, moi, je bossais pas pour MSF, donc tant mieux, je dirais, parce que ça n'a pas été simple après de supporter le truc et tout. Moi, j'ai présenté le cas à ma hiérarchie à Paris, évidemment, où j'ai présenté les choses. Et moi, on m'a demandé ce que j'en pensais. Et moi, ce que j'en pensais à l'époque, c'était que oui, il y a des gens, on sait très bien, on n'allait pas nier ça. Simplement que qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Et ça reste Mmh. toujours un problème d'éthique compliqué. Et moi, j'avais dit, ben, les génocidaires, moi, je n'ai pas la capacité judiciaire ou ce qu'on veut pour gérer ce cas-là. Moi, je ne sais pas quoi faire avec ces gens-là. Je n'ai pas la capacité, comme ma compétence, elle est dans la coordination, dans la watch. Donc voilà. Maintenant, je ne ferme pas les yeux là-dessus. D'accord. Donc, voilà. Et d'ailleurs, les choses sont mises en place, puisqu'il y a des gens qui ont été jugés plus tard. Enfin bon. Mais ça a été un dilemme, mais c'est tous les dilemmes. Moi, dans les cours que je donne pour mes étudiants, je leur parle que de ça. Je leur dis, la vie humanitaire, ce sont des dilemmes. Ce ne sont que des dilemmes à gérer, comme celui-là, mais comme bien d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Heureusement, on n'est pas tout seul. Heureusement, j'avais une très très bonne équipe au siège. J'avais des gens qui me faisaient confiance. J'avais des gens qui m'appréciaient et que j'appréciais. Donc, on avait une vraie communication, une bonne communication dans le respect des choses. Et donc, du coup, ça a aussi facilité et aidé. Voilà, c'est ça qui est important. Ah, c'est passionnant, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, mais du coup, j'ai envie de continuer un peu sur ton parcours, donc là, tu nous as donné un petit peu un aperçu de tes premières missions qui déjà étaient, très intenses et à quel moment est-ce que tu finis par te spécialiser, dans justement ces questions d'épidémie? Alors, on comprend bien qu'il y a déjà, quelque chose qui se met en place, le fait que tu sois, sur des programmes, d'eau, hygiène, assainissement, le fait que dans les terrains auxquels tu es confronté, il y a déjà des épidémies qui apparaissent. Comment tu te spécialises finalement dans ce secteur-là? Bah, en fin de compte, ça a été tout le long où le secteur WASH d'ACF a monté en puissance et on a vraiment monté des projets WASH avec la gestion de l'épidémie. Donc, du coup, j'ai appris beaucoup là-dessus. J'ai appris, j'ai mis en pratique, j'ai vraiment fait choses. Et puis, bah, après, très clairement, j'ai été en 2000, en 2013, j'ai été sélectionné. Donc, j'ai passé un concours pour un poste qui était présenté en Haïti sur coordinateur choléra. C'est un gros poste, un truc très compliqué. Donc, voilà. Donc, j'ai été sélectionné. C'est moi qui ai eu ce poste-là pour aller Et coordonner cette crise de choléra en Haïti. et donc, pour rappel, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais donc, Haïti, c'était 2010, c'est ça? Alors, Haïti, 2010, ça, c'est le tremblement de terre. Tremblement Haïti, de terre et après choléra qui arrive, c'est quelques années après quand non, il y a non, c'est la même non, année. c'est C'est la même malheureusement année. la même année. 2010, c'est vraiment une année noire pour Haïti. Il y a plusieurs événements. Donc Haïti, déjà, il y avait des problèmes d'instabilité à tous les niveaux, hein, sociaux, politiques et tout. Mais début janvier, il y a un tremblement de terre qui touche la capitale et qui fait 250 000 morts et 250 000 blessés en 45 secondes, hein. Et le reste du pays aussi est touché. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Quelques mois plus tard, il y a plus d'un million de gens qui n'ont plus d'habitat. Et tous les gens qui sont dans des camps sont touchés par un cyclone, j'ai oublié son nom parce qu'il y en a eu beaucoup, Matthew, je crois, mais bon, qu'importe. Donc là, boum, deuxième impact. Et le troisième impact majeur, c'est que alors la date, c'est pareil, hein, c'est compliqué parce qu'on a mis en place des études épidémiologiques pour faire des remontées, mais c'est la même année qu'on voit apparaître sur l'île quelque chose qui n'existe pas. Alors autant Haïti est touché quand même par beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas, c'est le choléra. C'est-à-dire qu'il n'était pas présent sur l'île. Voilà, le choléra, c'est une bactérie, c'est un vibrio. Il n'était pas présent sur l'île, simplement qu'on a eu une circonstance et malchance, on va dire, qui se sont mis là avec tout un tas de choses. Et le choléra est arrivé par un contingent népalais, mais en fin de compte, ça a été aussi le fait que les gens qui étaient venus vidanger les toilettes de ce contingent n'ont pas fait leur travail et ne sont pas allés vidanger le camion avec les excréments à Port-au-Prince, mais on vidangé dans la rivière qui s'appelle l'Artibonite, qui a contaminé, et c'est de là que c'est parti. Et il y avait une personne asymptomatique népalaise, mais asymptomatique, ça veut dire qu'elle n'est pas malade, mais ça veut dire qu'elle a quand même la capacité de transmettre. Et voilà, de là est partie cette terrible histoire qui a fait 1 million de cas sur 10 millions de gens.
Donc c'est énorme, avec une mortalité très forte et on n'a pas tous les chiffres parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déni et de choses qui ont pas sorti, mais c'est hem, une épidémie qui a fait des dizaines de milliers, qui a fait plusieurs milliers de morts, ça c'est clair, et qui a touché le pays pendant 4 5 ans. Oui, parce qu'on s'en débarrasse pas aussi facilement que ça, de la pathologie. Non, après il devient endémique, voilà, il est là dans la nature et tout, donc c'est compliqué. Donc ça a mis beaucoup de temps, en sachant qu'il y avait pas les moyens. Les moyens, je parle de moyens humains, matériels, financiers, techniques et organisationnels. C'est-à-dire que traiter ça, ça a été énorme. Nous, les camps qui avaient été montés au départ, c'était des roboles, donc qui sont des grandes tentes, et là-dedans, on met 80 patients. Au pire de la crise, ça a été 350. Donc autant dire 80 patients, tu as de la place, puis après tu as un peu moins de place, et après tu touches le coude de l'autre qui est à côté. Donc tu vois, voilà, c'est des crises qui ont été énormes, qui ont ravagé des gens. Voilà. Donc de là, parti sur une vraie spécialisation, la gestion des épidémies. Quand je venais compléter un petit peu le panel de choses que j'avais, avec de la mise en pratique, avec de la coordination, où j'avais en charge là 35 ans, 35 structures de santé. Donc une grosse coordination dans tout le pays, où mon rôle était de bouger, bouger sans arrêt. Voilà, c'était une première expérience aux Nations Unies sur ça. Et de là, voilà, en gros, je me suis fait un petit peu repérer dans le système, et ben, en même temps, il y a eu une grosse crise qui a commencé à démarrer en Guinée-Conakry, en Guinée forestière, qui était le virus Ebola, et qui a touché Mmh. là aussi un pays qui n'était pas confronté à cette maladie à la base. Et bah, voilà, très vite, j'ai été nommé en coordination technique du département de l'OMS, qui on est parti d'une petite équipe, petit comité pour gérer cette crise, qui a été pour moi la mission la plus compliquée de ma vie, malgré les conflits, les trucs que j'ai gérés, parce que on était très peu nombreux, très, très, très peu nombreux. Les gens avaient peur, tout le monde était parti, sauf Mmh. MSF Belgique, sauf MSF Belgique. Mmh. Des cadavres dans la rue, fait des choses très, très, très compliquées à gérer. Et une peur qui était, alors je sais pas si on peut dire que la peur est rationnelle, elle l'est sûrement pas, évidemment. Mais je veux dire, c'est qu'il y avait des faits qui faisaient que oui, on a le droit d'avoir peur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, mon arrivée à Mont-Royal, je l'oublierai jamais, hein. C'est évident, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, Ebola, c'est vraiment, heu, la psychose que les gens ont un peu touché du doigt quand, il y a eu l'épidémie, enfin la pandémie, Covid-19 où, au tout début, on nous disait qu'on savait pas trop et cetera. Ce que les gens ont pu expérimenter très rapidement au tout début de l'épidémie, c'est sans commune mesure avec Ebola, où c'est quelque chose qu'on pour le coup, qu'on connaissait vraiment pas très bien. Enfin, en réalité, tu me diras si je me trompe, je sais que le choléra, je parle du choléra, pas du tout. Que Ebola, c'était connu depuis un moment. Ça avait été identifié donc dans une rivière au Congo qui s'appelle le fleuve Ebola justement, et, Mmh. heu, et on connaissait déjà un petit peu les formes, mais finalement comment est-ce qu'on le soignait, on savait pas trop, mais même encore aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ebola est diagnostiqué pour la première fois en 75, mais je suis bien D'accord. persuadé que cette maladie était présente au Congo depuis bien longtemps. Oui. Et c'est l'INRB, le laboratoire du Congo, qui a mis ça au point avec le docteur, enfin avec d'autres personnes d'ailleurs, mais il y a Mouyembe, tous ces gens-là qui étaient des pionniers un petit peu là-dedans. 75, hein, ça fait 50 ans. Et ça a été, je dirais, la première grande crise a été là-bas, mais après, ça s'est propagé ailleurs, puisqu'il y a 5 formes d'Ebola. Il y a eu des formes en Ouganda. Voilà, c'est une maladie qu'on appelle des fièvres hémorragiques. Elles font partie de plusieurs fièvres hémorragiques, fièvre de Lassa, voilà. Et donc, du coup, pour comparer ce que tu viens de dire, je vais donner quelques chiffres qui seront parlants pour tout le monde. Ebola, Heu, il y a une autre forme qui s'appelle le Marburg, qui est encore beaucoup plus létale, mais c'est la même chose, c'est une fièvre hémorragique. Le taux de létalité, c'est entre 50 et 80. C'est-à-dire, sur 10 personnes, il y en a 8 qui meurent. Voilà, ça donne tout de suite la mesure. Le Covid, c'est 0,5-0,3. Voilà. Sur les populations très jeunes, c'est 0,0003. Donc, si on parle en létalité, voilà. En termes de contagion, puisque en épidémie, on parle de ça, c'est la même chose. C'est le R, c'est-à-dire le Oui. fameux reproducteur, il est le même, il est à 2, 5, c'est la même chose. Donc voilà, simplement, quand même, on passe de 80 à 0,3 pour les personnes qui sont fragiles ou âgées. En gros, la grippe, hein, on n'est pas très loin, et 0,003 pour des jeunes. Voilà, donc du coup, on sent comme une mesure là-dessus, une maladie qui est connu depuis 1965, hein, le Covid, on va dire on appelle ça?
Le le SARS? virus, le Le SARS, donc ouais. est très connu. MERS, SARS et tout, c'est 65, ça a été diagnostiqué. Donc on est passé à la même chose. Alors on est sur un syndrome respiratoire, c'est-à-dire que la contagion est respiratoire, l'autre c'est une maladie de contact, c'est vrai, mais voilà, on n'est pas sur de la tuberculose, où là, une personne en infecte 18, vous voyez, ou la coqueluche, ou des choses comme ça. C'est pas la même chose. Donc, du coup, non, sans commune mesure. Bon, après, on a utilisé la peur, la stigmatisation, la culpabilisation sur la crise Covid, chose qu'on n'utilise jamais en épidémie, jamais, jamais. C'est les Et premières leçons qu'on a, hein. Donc, Et on pourra y voilà. revenir justement, comment on gère, ces crises-là. Parce que c'est très intéressant pour, comprendre justement après ce point-là. J'avais une question intermédiaire, Mhm. parce que tu parlais du choléra, donc on a fait choléra, Ebola, Covid, donc on va les Mhm. retraiter après, avec, sous le prisme de comment est-ce qu'on gère ça. Mais je voulais reprendre avec le choléra, donc le choléra c'est beaucoup de déshydratation, et cetera. Et je sais qu'à Bioforce, quelqu'un avait fait la blague une fois en disant, quand on vous dit, vous avez le choix entre la peste et le choléra, choisissez toujours le choléra parce qu'au moins ça se soigne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on soigne le choléra? Comment est-ce qu'on traite le choléra? Alors, peste et choléra. Alors, il y a deux formes de peste, effectivement. Et bon, là, il y a des pestes qui sont quand même assez terribles, même si la peste existe encore, hein, elle n'est pas éradiquée. Le choléra, l'avantage, c'est que ça se soigne très bien, très vite et que ça coûte pas cher à soigner. Donc, ça, c'est déjà des choses. Autant être diagnostiqué rapidement et être soigné rapidement. Et dans ce cas-là, on s'en sort au bout de 5 à 7 jours. Alors, comment on soigne? On soigne par la réhydratation. C'est-à-dire que la personne va perdre tous les liquides, donc tous les électrolytes vont partir. Et donc, la personne, très vite, les fonctions vitales sont touchées. Donc, les reins, le foie et tout. Donc, la mort arrive très, très, très vite, euh, qui est liée à une forte déshydratation, tout simplement. Et cette forte déshydratation, il faut y faire face. Donc, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est de la réhydratation avec des sels un produit qu'on appelle sel de réhydratation orale, donc qui est quelque chose qu'on boit dans de l'eau évidemment potable et qui va permettre dans un premier lieu de réhydrater les gens qui ont une faible réhydratation, enfin, un faible problème de déshydratation. Et ça, c'est les premières phases. La deuxième phase, c'est les gens qui ont une phase un peu plus aiguë. Et là, on a un produit, le Ringer Lactate, qu'on va mettre sous intraveineuse où la personne va être nourrie comme ça. Et là, c'est les gens qui sont déjà affaiblis. Après, il y a des gens qui sont dans un stade au-delà avancé, malheureusement, mais déjà avec ça. Et donc, on réhydrate les gens, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'antibiothérapie. Il y a eu des cas comme ça, mais c'est une bactérie, donc l'antibiothérapie n'a pas vraiment lieu d'être, même s'il y a une approche qui peut être faite sur certains cas. Il y a un isolement qui est fait et surtout lavage des mains. C'est la maladie des mains sales, le choléra, entre autres, ça s'appelle comme ça. Donc, problématique liée à l'assainissement, liée au lavage des mains et liée à l'accès à l'eau potable. Déjà, en faisant ça, on va remédier à une grosse partie des problèmes. Isoler les patients. Et là, contrairement à ce qui a été fait sur le Covid, où il n'y avait pas de raison d'isoler la population ou de la confiner, au contraire, il valait mieux les prendre l'air. Là, il y a raison de mettre à l'isolement les patients qui sont touchés pour les soigner. Parce ils se déshydratent par tous les orifices du corps, donc très très vite, il faut les prendre en charge. Ils sont sur des lits avec un trou et donc les gens font leur sel, font les vomissent, enfin, c'est assez horrible. Et on va stabiliser ça notamment par la réhydratation progressive. Donc, des gens qui rentrent avec une déshydratation faible peuvent ressortir sur même. Des gens qui rentrent avec des hydratations déjà un petit peu avancées, ça peut être 3, 4 jours, 5 jours. On va dire, pour être en gros, on a le plan A, B ou C, et les gens qui sont en plan C peuvent ressortir au bout d'une semaine. Donc, c'est pas contraignant. Il faut une dizaine de litres de Ringer Lactate, ça nous coûte quelques dizaines d'euros. C'est vraiment très, très, très facile, pas cher. Il y a peu de personnel médical, c'est beaucoup d'hygiénistes. La fonction de l'hygiéniste, c'est quelqu'un qui va s'occuper de laver, nettoyer, donner ces solutions-là. Donc voilà, c'est quelque chose de facile à traiter. Pas de grosse complexité, il faut avoir accès à beaucoup d'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis des structures qui permettent d'isoler. Donc, ce qu'on appelle la continuité hospitalière. Dans notre métier, on connaît bien ça, c'est-à-dire qu'on construit des structures, euh, je dirais, pas très loin des centres de santé. En tout cas, on essaye de garder la continuité des soins pour le reste, c'est-à-dire la personne qui vient avec une jambe cassée, avec une grossesse difficile, il faut qu'elle soit soignée à l'hôpital. Donc, notre rôle, nous, il est de désengager les services pour
que les gens qui viennent avec le choléra soient soignés. Ça peut être plusieurs centaines de patients qui arrivent par jour. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Donc, il faut être rapide, coordonné, avec de la logistique. Le choléra n'est traité que par un bon appui logistique. Sans logisticien, il n'y a pas de gestion de choléra. Et la WASH. Derrière, le médical viendra faire son travail de soins, mais sans ces deux fonctions support primordiales, il n'y aura rien qui se passera. Et c'est beaucoup de construction, beaucoup de réhabilitation, beaucoup d'accès à l'eau et beaucoup de distribution, savon et toutes choses, des réservoirs propres et tout ça. Et de la promotion à l'hygiène. Ah bah, c'est une masterclass, c'est hyper clair. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc on a abordé là, un peu en vrac, 3 virus différents et tu as commencé un petit peu à les comparer dans les modes de gestion et cetera. Ma première question, c'est quels sont les indicateurs que tu utilises? Tu as déjà commencé à en donner 2. Tu as parlé du taux de mortalité de la maladie. Tu as parlé de son niveau de transmission avec, le 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 symbole R. Alors, Ouais. voilà. Oui, c'est le nombre de duplications. C'est combien une personne va contaminer de personnes. Ça, c'est Voilà, ça, donc c'est si ce on qu'on dit appelle le R. R 2,5 comme tu disais tout à l'heure, ça veut dire Mmh. qu'une personne atteinte peut contaminer jusqu'à 2-3 personnes. Voilà, après tout ça n'est pas tout à fait fiable, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir Théorique. ça dépend du contexte, si on est en milieu très fermé et tout. Mais voilà, si c'est des gens sont dans un milieu carcéral avec une prison qui contient une cellule, 20 personnes, évidemment qu'il y a des chances que tout le monde soit contaminé. Mais ça, c'est un contexte fermé particulier. Mais en général, c'est ça, oui, le Ouais. R, le taux de contamination et puis la létalité. Alors, le R, le taux de contamination, c'est la même chose, R et taux de contamination? La létalité, est-ce que tu Ouais. utilises d'autres indicateurs? Est-ce qu'il y a, d'autres paramètres que tu vas aller regarder quand tu vas pour, intervenir sur une épidémie? Alors, il y a plusieurs choses qu'on va regarder, c'est aussi, mais qui évoluent beaucoup en fonction de l'épidémie, c'est la période d'incubation, Ah oui. qui peut être plus ou moins longue. Alors, il faut savoir qu'en période d'épidémie, les périodes d'incubation, elles sont complètement raccourcies, elles n'ont plus rien à voir avec les périodes qui sont connues théoriquement. Juste pour prendre un exemple, Ebola, c'est 21 jours. C'est-à-dire qu'on peut attraper Ebola au bout du 21e jour. Voilà. Ça, en épidémie, ça n'existe pas. C'est au bout de 3 à 5 jours maximum. D'accord? Parce qu'il y a tellement de cas. Sur les fièvres jaunes, pareil et tout. Donc, dans les périodes épidémiques, ces temps-là sont complètement raccourcis. Donc, ils ne veulent plus dire grand-chose. C'est Parce juste qu'en pour fait, nous tu es avoir une tellement idée. tu tellement exposé au Oui, virus c'est ça. qu'en fait, il va plus facilement passer tes barrières immunitaires ou, Alors, il y a plusieurs facteurs, hein. C'est qu'il y a un nombre de personnes, une quantité de personnes infectées, donc ce qui fait que la probabilité, elle est de plus en plus forte. Et ce qui expose le plus de gens possible, parce que ça c'est le début d'une épidémie. À la fin d'une épidémie, c'est l'inverse. Au début d'une épidémie, on a 80% de gens euh, qui peuvent être testés positifs, et puis à la fin, c'est l'inverse. On en a 90 qui sont testés négatifs, et donc c'est là où on voit la fin du pic et la fin de l'épidémie euh, prend fin à ce moment-là. Bon, ça, c'est ça. C'est autre facteur qu'on prend en compte, c'est quels sont les modes de transmission. Est-ce que c'est une transmission qui est par contact, le choléra, l'Ebola? Est-ce que c'est une transmission qui va être par voie aérienne, donc la coqueluche, la tuberculose, les MERS, les grippes, les choses comme ça? Ou est-ce que c'est des choses qui vont être vectorielles avec des moustiques? Donc, on a le chikungunya, la dengue, le Zika, toutes ces maladies vectorielles. C'est un moustique qui n'est pas le même, hein, d'ailleurs, qui pique des gens et qui vont ou pas les contaminer en fonction de si le moustique est lui-même contaminé. Et on va vérifier ça. On va vérifier, si les gens ont été exposés. On va vérifier, je dirais leur niveau d'immunité aussi par rapport à ça. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on va vérifier dans la phase de l'épidémie et puis leur capacité à pouvoir répondre à ça. Si on a de l'eau potable chez soi, si on a du savon, qu'on a de l'eau, à disposition, vraiment là, il ne faut pas aller chercher au fin fond de la brousse. Si on a un niveau d'hygiène, si on a accès à de la nourriture, si on a déjà un taux de, si on n'est pas en état nutritionnel chronique, si on n'a pas une maladie chronique, on vérifie tout ça qui va nous permettre de dire, bon, voilà, ça va. Quelqu'un qui est un déplacé, qui a marché pendant des semaines, qui est stressé, qui n'a pas accès à une nourriture équilibrée, qui a une eau de la rivière, c'est évident que c'est une personne dite vulnérable dans ces cas-là. On serait tous vulnérables dans ces cas-là. De toute façon, nous, c'est ça qu'on va regarder aussi. C'est quel est le patient qui est en face de moi, quel est son historique. Voilà, s'il a cet historique-là, c'est compliqué. Pour nous qui sommes bien nourris, machin, j'ai été exposé à tout un tas de choses. On est formé pour ça. Voilà, j'ai pas chopé de choléra, mais ça joue beaucoup. Voilà. Niveau psychologique, niveau physique et niveau, je dirais, nutritionnel vont faire que déjà, voilà, on limite quand même beaucoup de choses. Pas Mmh. tout.
On est d'accord. Et du coup, en fonction de ces indicateurs-là, à partir de quel moment on va commencer à dire: «Ah bah tiens, ça c'est une crise humanitaire», tu vois? Crise Mmh. Ebola, à partir de quel moment on dit là, c'est crise humanitaire? Par exemple, hem, là, au moment où on enregistre, il y a quelques semaines, on a appris qu'à Mayotte, Mmh. département français, il y avait une épidémie de choléra qui commençait à se planter. Personne n'a dit dans les médias internationaux: «Tiens, crise humanitaire, dans un département français». Donc à partir de quel moment on va dire: «Ça, c'est une crise humanitaire»? Mmh. C'est une bonne question. Enfin, comment il y a plusieurs choses pour le dire. Il y a des critères de chiffres qui disent à partir de tel taux de maladie, on est en situation qui peut être, chronique, et donc il faut intervenir. Donc tant de gens exposés par jour qui sont malades. Donc ça, c'est ça. Et puis, ça va dépendre du niveau de développement du pays. Donc Mayotte, je le mets en guillemets, hein, c'est la France, ça, c'est un département français, d'accord? Même si tout le monde sait que, les gens qui habitent à Mayotte, ils n'ont pas la même, heu, je dirais, niveau de vie que ceux qui habitent dans le 16e à Paris, d'accord? Alors que c'est la France. Donc du coup, hem, c'est là où il y a un petit peu 2 poids 2 mesures, c'est que si on avait eu une épidémie dans le 16e, j'ai rien contre les gens du 16e, hein, mais on en aurait vite entendu parler et je pense que ça aurait fait là, personne n'a entendu parler. En fin de compte, à Mayotte, il y a tout un tas de problèmes, hein, liés à, mmh, un historique et un passif, qui est là, mais des problèmes d'accès à de l'eau aussi potable, d'accès à des services de base, hein. On a fermé tout un tas de structures et il y a voilà, il y a tout un tas de, problématiques sécuritaires aussi qui sont là. Enfin, il y a un condensé de choses qui font que personne n'en parle. Mais si on avait ça dans un pays qui n'était pas la France, et si Mayotte n'était pas français, ça serait une crise humanitaire, très clairement. D'accord. Mmh. Simplement que l'État français veut peut-être pas le. Même si le choléra doit être affiché au règlement sanitaire international et déclaré à partir d'un cas, bon, moi j'ai vu aucun média français, enfin peut-être qu'il y en a eu, circuler sur le choléra à Mayotte. Voilà, il s'en cache bien. Donc ça veut dire que, bon, je pense que c'est très mal. Bah, la gestion, elle est peut-être mal anticipée. Sur place, je pense que les gens font ce qu'ils peuvent, hein, je ne vais pas incriminer, les choses. Simplement que, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures et 2 vitesses dans la santé et en France, on le voit très bien dans ce cas-là, par exemple. D'accord? Donc, si ça avait été, les Comores ou un autre pays, ou Madagascar, ça serait une crise carrément humanitaire. On est bien d'accord. C'est clair. Et la distinction, c'est que dans les pays dits, développés, on ne donne pas cette, configuration-là, mais si on prend les mêmes analyses, pour moi, on y était quand même. D'accord? Il y a quelques indicateurs qui sont là, il y a quand même beaucoup de cas, il y a une propagation qui est là, ils n'ont pas su stopper, la contamination au départ, ils n'ont pas dû prendre les bonnes mesures. Enfin, voilà, c'est très clairement ce qu'on voit dans beaucoup de pays, hein, c'est clair. Mmh. Et ouais, moi j'avais en tête qu'on commençait à parler de crise humanitaire à partir du moment où il y avait un énorme décalage entre la situation de base et la situation dite de crise, en termes de mortalité, en termes de qualité de vie, même de façon, générale et que, tant qu'on arrivait à maintenir cet équilibre-là, heu, on était en crise, mais c'était pas une crise humanitaire et que l'objectif de l'action humanitaire était de revenir à ce niveau un peu basal. Mais ça va dépendre des niveaux de qualité des infrastructures. Exactement, ouais. Je connais pas Mayotte, donc je ne peux pas parler qualité de niveau d'infrastructure, mais ça va dépendre de ça, du nombre de personnel qu'on a. Mmh. On perd chaque année beaucoup de personnel en France, de santé et on perd chaque année beaucoup de lits. D'accord? On a 6 lits pour 1000 habitants, il y en a 8 en Allemagne, il y en avait beaucoup plus avant et on ferme des lits chaque année. Même pendant le Covid, on a fermé des lits, il faut être très clair. Donc du coup, il y a eu 18 000 lits qui ont été fermés depuis 2017, je crois. Les chiffres à peu près, c'est ça. Donc, c'est quoi la situation à Mayotte? Je ne sais pas, je la connais pas, mais je pense qu'ils ont eu, comme tout le monde, une perte d'effectifs, une perte de lits et une perte de moyens, très clairement, puisque c'est ce qu'on voit depuis, maintenant très longtemps en France, depuis plus de 30 ans, une, une dégringolade du système de santé. Alors je ne mets pas en accusation le personnel soignant qui fait ce qu'il peut, hein. Je Mmh. mets plutôt en accusation les services, je dirais politiques qui n'ont pas vraiment pris en main les choses et du coup Mayotte, je pense que c'est exactement ça le problème, hein, entre autres. Mais il y a d'autres problèmes structurels, politiques, économiques, enfin il y a plein de choses sur Mayotte, hein, ça c'est très clair. Mais dans un pays autre que la France, ça serait une crise humanitaire. C'est ça. Mmh. Bah, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là et
Et du coup, donc quand on parle de gestion des épidémies, j'imagine qu'il y a des épidémies qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Je sais que tu avais déjà dit sur la crise Ebola, par exemple, que à l'époque, donc 2014-2016, en Guinée-Conakry, Sierra Leone et Libéria, justement, il y avait, ça avait été très compliqué à gérer parce que, notamment, en fait, c'est une maladie qui va principalement commencer à toucher les soignants parce que comme c'est une maladie qui est très transmissible et qui se fait aussi beaucoup par le contact et par le contact notamment des défunts, etc. En fait, les soignants étaient les premiers exposés et donc en fait, ça affaiblit encore plus ta capacité de réponse. Comment est-ce qu'on gère ça quand on a affaire à ce type d'épidémie? Quels sont les types de mesures qu'on peut prendre pour prévenir ça? Ouais, tu fais bien de le mentionner, Bertrand. C'est un de nos rôles, enfin, on pourra en citer plein, hein, mais un de nos rôles au départ, c'est de protéger les soignants. En Afrique, on a, là on parle de l'Afrique, mais il y a plein d'autres pays comme ça, on a un pourcentage de personnel médical qui est très faible, très très faible. Si en France, on a une fourchette de 350 à 400 médecins pour 100 000 habitants, si je vais en Guinée, j'en ai 10, peut-être 12. Les chiffres sont peut-être 15, allez, mais pas plus. Vous voyez, c'est... Donc du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre du monde. Permettre, je dirais, évidemment, dans l'extrême de mourir, mais même d'être malade. Donc, ça veut dire que nous, notre premier rôle, c'est soutien aux soignants, mais le soutien aux soignants pour la protection. Donc, c'est-à-dire qu'on va protéger les gens avec des tenues, spécifiquement, avec des formations. Notre rôle est de former les gens. Ils ne connaissaient pas Ebola, hein, pas du tout, du tout. Ils n'avaient jamais géré ça. Donc, il y a eu 580 soignants qui se sont contaminés. Je ne sais plus le nombre de morts, mais il y en a eu malheureusement beaucoup. Donc, ça, c'est une hécatombe. Quand vous savez que des fois, il y a un médecin ou une infirmière, parce que les médecins, il n'y en a pas beaucoup, pour 50 villages, si elle vient à disparaître, ces 50 villages sont complètement dépourvus. Donc, nous, notre premier rôle, c'est ça, c'est protéger les soignants par l'information, la formation et les équipements, et l'évaluation, et le soutien, et leur apporter du soutien avec du personnel. Alors, moi, mon rôle, c'est d'aller en soutien technique. C'était mon rôle à l'époque, je ne suis plus là-dedans, mais un soutien technique à du personnel de santé. C'est de monter des infrastructures parallèles, bah, qui ne sont pas parallèles, mais elles peuvent être parallèles dans le sens géographique du terme, où on les met à côté de l'hôpital, ou elles peuvent être dans l'hôpital aussi. Notre rôle, c'est aussi d'avoir une aile de l'hôpital qui va être dédiée à ça. D'accord. Et la grande catastrophe, c'est ça, c'est quand le personnel soignant est contaminé, on a très très vite de plus en plus de gens contaminés. Donc ça, c'est dramatique. Et on a une perte de confiance, on a de plus en plus de peur. Et nous, on a eu beaucoup de soignants, et je les comprends entièrement. Et j'ai aucune accusation qui est faite de ma part là-dessus, qui ont démissionné et qui n'ont pas voulu soigner. Mmh mh. Moi, j'aurais peut-être fait pareil si je ne connaissais pas. Donc, du coup, il y a ça qui va permettre déjà de remonter quelque chose. Et puis, du coup, j'ai perdu un peu le fil de la question, mais Bah, c'est quel genre oui. de mesures est-ce qu'on peut prendre Ah oui. Mhm. mais tu y réponds bien en disant qu'il y a déjà de la formation parce que Et pour protéger information, ce personnel formation. soignant. Ouais. Information, formation et distribution de matériel. Ça, c'est les trois premières choses. Et ce qu'on va leur donner en plus, c'est toute la partie qu'on appelle en anglais les SOPs. Donc, c'est toutes les, les, comment on appelle ça? Les procédures, voilà. Les procédures à mettre en œuvre pour, bah, exemple, la gestion des corps. Ebola, c'est quelque chose qui, 48 heures après le décès, la personne est encore contaminante, 48 heures. D'accord. Et c'est même là qu'elle est le plus, je dirais, dangereuse parce que la charge virale est tellement forte que c'est là qu'elle est le plus dangereuse. Donc, Mmh. c'est important. Donc, par exemple, gestion des corps, on appelle ça en français gestion digne et sécurisée des corps. Ça va être ça. C'est comment je prends en charge ce corps, socialement avec la famille, mais aussi techniquement avec le sac mortuaire de 400 microns, de machin. C'est tout ça dont je veux parler, qui est un accompagnement qui peut être technique, physique, sociologique, anthropologique. On a des anthropologues qui travaillent avec nous pour décoder, c'est-à-dire comment les gens perçoivent la maladie et comment perçoivent la mort et comment ils perçoivent tout ce qu'il y a autour. Donc cette approche, elle est aussi anthropologique, donc sociale, technique, anthropologique et professionnelle. Donc nous, notre rôle va vraiment être dans toute cette approche très, très globale. Euh, le premier pilier de la gestion d'une épidémie, c'est la communication des risques et l'engagement communautaire. C'est pas Mmh. la prise en charge des patients. Ça, c'est après. Mais c'est déjà, on communique le risque en engagement communautaire. Tout en ayant un discours non stigmatisant, non, euh, qui fait pas peur et qui soit
en prenant en charge les on peut pas gérer une épidémie si la population est pas avec nous. Donc c'est-à-dire qu'on va être dans cette démarche-là et après on a d'autres piliers, prise en charge, coordination, logistique, qui peuvent être mis en place en fonction du type de crise. Ouais, tout à fait. Et toi, tu as vraiment commencé, tel que je me le représente là avec le discours que tu viens de tenir sur ton parcours. Je t'imagine vraiment commencer en construisant les latrines et à la fin du parcours, être plutôt dans des instances politiques où là, tu vas tout décider. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé pendant ton parcours? Est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais d'aller, toi-même, aller de plus en plus sur ces sphères de coordination, voire de décision stratégique, ou c'est quelque chose qui est venu, de fait? Honnêtement, je les recherchais pas. Elles se sont, elles sont venues à moi. Moi, j'ai comme tu le dis, hein, c'est très, très clairement et j'ai pas peur de le dire, hein, mais bon, tant mieux et j'ai appris comme ça, construction de latrines, des milliers de trucs, de drainage, de réhabilitation d'hôpital, de gestion de camps de choléra, d'accès à l'eau, de puits, de forage, de catage, de tout ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience terrain et c'est le personnel national qui m'a beaucoup appris. C'est tous ces gens qui sont dans l'ombre, dont on ne parle pas dans l'humanitaire, c'est le staff national, c'est tous ces gens qui sont là pour nous, quand on part, bah, eux, ils restent et donc toutes les techniques locales, toutes les approches, toutes ces choses-là, je les ai beaucoup, apprises et j'ai en côtoyant ce staff national et donc oui, j'ai commencé comme ça, sur le terrain et pendant des années. On a appris. On a appris au Laos, on a appris en Birmanie, on a appris au Congo, on a appris dans plein de choses et puis progressivement après les postes de plus de responsabilité, de coordination, de chef de mission et puis après, au sein des Nations unies, plus politique avec, j'ai été basé à Brazzaville à une époque, donc au siège régional de l'OMS, un petit peu à Genève aussi, enfin, dans des postes, plus de coordination, de décision, d'anticipation, de programmation, de choses comme ça, qui me permettent de voir une autre, qui m'ont permis de voir une autre, autre aspect, on va dire du travail de l'humanitaire. C'est pas celui que j'ai préféré, je vais être très clair, assez déconnecté. Alors moi, j'ai toujours amené de l'humain et je dirais de la quelque chose de toujours pragmatique et opérationnel, donc du coup, c'était plutôt bien vu, sinon je n'aurais jamais pu continuer à ces postes-là, qui sont souvent des postes très déconnectés de la réalité, hem, de par les fonctions qu'occupent des gens, même s'il y a des gens qui sont extrêmement, je dirais, productifs et qui ont une capacité, mais c'est quand même beaucoup de la déconnexion et pas suffisamment d'opérationnel. Donc du coup, moi, j'ai pu avoir la chance de travailler avec des gens dans des systèmes opérationnels des Nations Unies, ce qui est quand même pas toujours le cas. Qu'est-ce que ça crée cette déconnexion dans ces instances-là? Ouais, ça crée beaucoup de frustration, dans le sens où on se comprend pas, évidemment. Il y en a un qui parle bleu, l'autre il parle rouge. Ça crée beaucoup de déception, de pas pouvoir agir comme on voudrait, parce qu'on se comprend pas, d'accord? Et la déception et la frustration, elles sont mélangées à ce moment-là et puis surtout, bah, ça crée, petit à petit, un désengagement, parce qu'on se dit: «Beh, à quoi bon?» Et ouais, il y a un désengagement qui est fait par des gens, qui ont plus envie de répéter, des consignes, des choses comme ça. Donc il y a un fossé qui se crée à ce moment-là, qui est un peu naturel. Donc après quand on remet de la connexion humaine et technique avec ça, bah, ça repart. Mais c'est quand même, un énorme problème. Hem Et puis c'est surtout d'être témoin de choses où on sait ce qu'il faut faire et que la décision n'est pas prise parce qu'il y a une autre instance qui pense faire autrement. Et là, voilà, c'est un peu compliqué et c'est ces points-là où on n'est plus en désaccord. On n'est plus en accord et on est en désaccord qui font qu'on se positionne. Voilà, moi je me suis positionné, sur certains points et c'est pas toujours évident, effectivement, pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur poste, qui ont peur de perdre, je sais pas Mmh. quoi. Bon après voilà, soit on a un minimum d'éthique ou et puis on s'affiche, soit, on n'en a pas. Après, chacun voit comment il peut fonctionner, mais ça amène tout ça. Donc ça amène quand même beaucoup de ça. Ça amène beaucoup de stress parce que du coup, il y a, on rumine tout ça en disant: «Purée, je j'ai tout pour le faire. J'ai l'argent, enfin, j'ai tous les moyens». Donc, les Mmh. moyens les moyens humains, les moyens financiers, les moyens techniques. Ce que j'avais pas dans une toute petite ONG, là, j'ai tout et il y a rien qui est fait, ou il y a rien qui avance, ou ça avance à pas de fourmi. C'est-à-dire ça met 3 jours
pour faire quelque chose qui peut être fait en 3 heures. Et donc, c'est toutes ces frustrations et tous ces dilemmes qu'on doit gérer. Mais ça fait partie du boulot. Donc, c'est pour ça que Est-ce que à l'instar de ce qu'on a fait tout à l'heure avec le Rwanda, en tout cas le camp de déplacés en Tanzanie, où tu nous as raconté un peu ce dilemme-là, tu peux nous donner un exemple très concret de situation où il fallait se positionner et où c'était, difficile à faire parce que potentiellement tu mettais ta carrière en jeu ou ton poste? oh, il y en a eu plusieurs, hein. Il y a des choses, par exemple, une épidémie de choléra au Congo, mais le Congo, pas la RDC, le Congo-Brazzaville, Brazzaville. où donc bon, voilà, j'étais en coordination sur un poste là-bas et de par mes fonctions, j'ai été témoin, mais témoin visuel, hein, parce que je me suis déplacé sur terrain, qu'il y avait une épidémie de choléra, c'était sûr. OK. Et là, les autorités, je sais pas ce que je peux dire, si elles voulaient pas ou si bref, qu'importe, en tout cas, c'était pas déclaré et moi, je pouvais pas laisser faire ça, c'est pas possible. Et j'avais très peu de soutien à ce moment-là et j'ai eu grâce heureusement le soutien de mon responsable, heu, qui me connaissait, qui me faisait confiance, qui m'a cru et qui m'a dit: «Beh, je vais engager une équipe médicale». Moi, je suis pas médecin. Il y a pas besoin Attends, d'être médecin pour faire du excuse-moi, choléra. mais pourquoi les gens ne te croyaient pas? Ou pourquoi les gens étaient dans des Ouais, comment on c'est peut avoir un déni face à une épidémie de choléra? Moi, je te pose la question mmh, naïvement évidemment, mmh, c'est je m'imagine qu'une épidémie de choléra, ça se voit, ouais, ouais. mais qu'est-ce qui fait que Alors, j'aurais pas toutes les explications, hein, c'est pas que je veux pas les donner, c'est que je les ai pas, c'est que je pense qu'il y avait des fonctionnaires du ministère qui s'en foutaient, je vais être très clair. Il y a des fonctionnaires du ministère qui avaient pas les moyens, il y a des fonctionnaires du ministère qui voulaient pas faire de vagues, il y en a qui voulaient peut-être, et qui avaient dit: «Bah, ça passera tout seul». Donc il y avait aussi une OK, volonté peut-être d'étouffer le truc et je suis pas en train de généraliser, hein, tous les fonctionnaires n'étaient pas là-dedans, mais enfin il y avait un mélange de tout ça, un certain laxisme et puis, dans l'espoir que dire ça partira. C'était des populations de pêcheurs qui vivaient sur des îles et donc en disant bon, voilà. Donc bon, peut-être, entre guillemets, pour eux, le souhait que voilà, ça passe tout seul, ce qui est pas possible, mais bon, c'est comme ça. Et puis après, ça engage des problèmes politiques. C'est-à-dire quand tu déclares au monde, ton pays a le choléra, c'est voilà, ça donne une teinte un petit peu, maussade, hein, c'est pas terrible. Donc voilà, je pense qu'ils avaient pas très envie. Donc du coup, on m'a fait comprendre que non, non, mais il y a rien du tout. Bon, moi, je j'ai pas voulu à ce moment-là laisser passer, c'était pas possible parce que je sais que ça peut aller très vite. Donc j'ai vraiment écrit au responsable et j'ai témoigné, j'ai amené des photos, j'ai dit: il y a aucun doute pour moi. J'ai pas de de diagnostic laboratoire, mais il y en avait pas besoin, j'en avais pas besoin. J'en ai eu besoin après, hein et on peut pas dire, comme ça, mais j'en ai pas eu besoin pour moi, heu définir ça et oui, c'est quand même, grâce à lui qu'on a pu bouger. Moi, j'avais pas la j'étais pas au niveau de la hiérarchie pour faire bouger le ministère là-bas et donc du coup, ça a permis de, bah, oui, de vérifier que c'était bien ça et d'engager donc du coup, oui, quelqu'un aurait pu me dire: «Bah, écoute, toi, tu as plus rien à faire là parce que, voilà, ton poste, il n'est pas il c'est pas ton rôle de faire ça», alors que quand même un peu. Donc oui, il y a quand même pas mal d'histoires comme ça qui sont dans ce sens-là, hein, on est un petit peu gênant, on peut avoir un côté un petit peu, voilà, ça m'est arrivé aussi au Guatemala, Amérique latine, sur des choses qu'on avait pu dénoncer, qui peuvent, ne pas plaire. Pour des épidémies de choléra d'ailleurs aussi, où les gens préféraient arroser le stade de foot pour le match du dimanche, que de fournir de l'eau pour soigner des gens qui étaient en train de mourir. Donc là, à un moment donné, voilà, quelle position on prend, pour moi, elle est très claire. non mais tu peux pas lutter contre le foot en Amérique latine. Oui, tu as dit le match. Moi, en plus, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour le foot, donc du coup, c'est encore un autre problème. Mais bon, voilà, tu as raison de dire que la priorité, mais elle était, c'est ce que je dis là est vrai, hein, malheureusement, hein. Ah c'est affolant. Mmh. Et donc tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, je sais pas si tu acceptes de développer un petit peu ce point, mais quand on parle d'épidémies mal gérées, là maintenant je pense que les auditeurs qui sont restés jusque-là, ont un peu une idée de déjà de ton expérience et puis de tu as bien expliqué, tu as bien vulgarisé la façon dont on approchait les épidémies et cetera et tu avais commencé tout à l'heure à un petit peu, dénoncer, la façon dont les crises de Covid-19 avaient été gérées. C'est quoi exactement tes reproches par rapport à la gestion de cette épidémie? Alors je dirais, bon, c'est facile de critiquer la mauvaise gestion, hein, c'est évident et donc du coup, quand je dis mal géré, c'est-à-dire que peut-être les personnes étaient pas les bonnes personnes en place. Je parle pas que du co là, je parle pas du Covid, je parle d'autre chose et que parfois, c'est Oui, ce qui fait défaut, hein. C'est une mauvaise volonté, technique, politique, ça peut être plein de raisons qui font que.
d'accord? Ou que les gens n'ont pas accès aux soins. Si tu vas au fin fond de la RDC, du Burundi ou d'autres choses, c'est pas que les gens veulent pas, c'est que l'infirmier là, il n'a pas les moyens. Donc, je peux pas le blâmer lui. Donc, faut être bien vigilant sur ça. Voilà. Moi, c'est quand je pense qu'on a les moyens, c'est-à-dire qu'on a les moyens Mmh. financiers, techniques. Bon, sur la crise Covid, ça a été les erreurs qui ont été mises en place. On pourrait y passer des heures, hein. La première, ça a été déjà l'alerte qui a été donnée, ça a été une alerte par la peur. On n'utilise pas la peur. Alors, développe ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la peur quand on parle des épidémies? Pourtant, moi, tu me dis demain, il y a une crise Ebola dans mon village, bon, j'ai envie d'avoir peur. Enfin, j'ai i i ça va forcément générer quelque chose chez moi. Donc est-ce que tu peux développer ce point-là? Oui, alors que ça génère la peur chez les gens, c'est évident et tu vas pas pouvoir Mmh. freiner ça. Mais quand je dis, on va pas travailler, on va pas, faire peur aux gens, c'est dans le métier de communicateur des risques. Donc ce que je disais tout à l'heure, un des premiers piliers, c'est la communication des risques et l'engagement communautaire. Le rôle de ces personnes-là, c'est d'aller vers les gens, des populations et de leur dire: «Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se Mmh. passe, voilà à quoi on est confronté, voilà d'où ça vient», enfin de ce qu'on sait. Voilà comment on peut attraper, comment on peut pas attraper, comment on peut se protéger, comment, si on l'attrape, on peut se soigner. Et je parle de toute maladie. Ça, c'est leur rôle. Mais c'est pas de faire peur aux gens, vous allez tous mourir, vous allez tous mourir, vous allez tous mourir. Ça, c'est pas possible. Donc déjà, il y a le discours à avoir sur la non-utilisation de la peur, de la stigmatisation, de l'infantilisation ou de la culpabilisation. Tout ce qui a été mis en place pendant le Covid, pendant les autorités, Mmh ici mh. ou ailleurs. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut pas être entendable dans la gestion d'une crise. La communication doit être beaucoup plus transparente. Deuxièmement, c'est de prendre des mesures qui sont disproportionnées et qui ne sont pas adaptées au contexte. Donc là, il y a eu tout un tas de mesures qui ont été prises qui n'étaient pas du tout des mesures, je dirais qui auraient dû être mises en place, et qui ont été, décidées par quelques personnes, au détriment d'autres personnes qui avaient peut-être des choses à dire et qui ont été mis de côté. Et donc comment on a pu mettre de côté des très grands scientifiques, des très grandes personnes dans le monde, hein, je ne parle pas de la France, là, je parle mondialement, avec des gens qui ne sont pas connus par le grand public, qui eux, avaient alerté sur des choses. Voilà, donc ça déjà c'est important. Et puis, bah, après, il y a un autre problème très, très, très important, c'est le rôle des médias là-dedans. Mmh. Comment les médias ont, utilisé ce qui a été dit et comment les politiques se sont servis de ça, comment les médias et on est parti en enfumant le système sur des choses. Alors j'ai pas dit qu'il y avait pas de maladie, j'ai pas dit qu'il y avait pas de cas, j'ai pas dit qu'il y avait pas de problème. J'ai dit que ça dépend de la manière dont on communique et comment on gère ça. Et voilà, on s'est laissé emporter par tout un tas de choses et on a confondu, et moi je le dis tout le temps, hein, au niveau des les urgentistes comprendront ça, on a confondu urgence et précipitation. C'est pas du tout la même chose. Une urgence, ça se planifie, ça se gère, ça se coordonne. C'est un débordement, une urgence, d'accord? Une crise, en chinois, c'est 2 mots, c'est, 1, un danger, 2, c'est une opportunité. Donc ça veut dire qu'on sait gérer ça. Attention, ça veut dire qu'on se fait déborder, hein, j'ai vécu des trucs horribles, machin, je sais ce que c'est que gérer la crise. Simplement que là, on a géré précipitation. Donc quand on est précipité, on prend n'importe quelle mesure et on réfléchit pas. Et ça a été géré au niveau centralisé. Ce sont les politiques, les financiers, ces gens comme ça qui ont géré la crise. Les conseils scientifiques, les trucs, mais bon, très vite, les gens ont été déportés dans les hôpitaux, on n'a pas tenu compte de la continuité hospitalière, enfin, tout un tas de choses ont été complètement mis de côté et la capacité logistique n'a pas été prise en compte, la capacité PCI qu'on appelle prévention et contrôle infection non plus, et on a été débordés très, très vite alors que ça aurait pu être géré différemment. Après, on a écarté certaines, possibilités de soigner les gens avec certains produits qui ont été mis, de côté sur le marché, qui ont été mises en place dans d'autres pays qui ont donné des résultats intéressants. Donc, on ne peut pas se permettre pendant une crise d'écarter certaines choses. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas parler de ces choses-là pour ne pas être attaqué là-dessus. En tout cas, on sait que dans certains pays, ça a été mis en place, ça a fonctionné. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Puis après, il y a tous les lobbying, hein, qui se sont installés derrière, qui ont été en première ligne et qui ont pris beaucoup, beaucoup de place. Les cabinets McKinsey ou d'autres qui ont joué un rôle là-dessus. Quel a été leur rôle, je ne sais pas. Le fait que les soignants n'ont pas pu non, prescrire des choses, je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Enfin, tout un tas de choses qui ont été, voilà. Et on a médiatisé la peur en faisant voir des images, et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, ouais, c'est très très compliqué à expliquer par la suite, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été contre-productives et qui ont été dangereuses, qui ont été mises en place. Voilà, c'est ça.
Et ces prises de position, toi, c'était à un moment donné où tu étais en poste, enfin, ton positionnement sur la gestion de cette crise a eu des impacts, toi, personnellement, ou pas du tout? Oui, j'étais en poste, hein, j'étais Mmh. sur des postes, et puis bah, je vais être très franc, hein, moi j'ai plus voulu continuer là-dedans, n'étant plus en accord avec ce qui est décidé par la suite, quoi. Donc, j'ai du mal à continuer dans cette voie-là avec les sons de cloche qui ont été donnés. Quand on te donne qu'une solution, c'est compliqué. Donc, qu'il n'y a plus de discussion et qu'il n'y a plus d'écoute et qu'il n'y a plus rien, c'est très compliqué. Et donc ça, comment on peut renouer un dialogue, comment on peut à nouveau avoir des sons contradictoires, c'est pas gênant, mais il faut savoir les écouter, que tout le monde ait sa place, son rôle et tout. Moi, oui, ça m'a beaucoup impacté. C'est très clair. J'ai pris un choix qui est le mien, hein, qui est personnel. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas s'il est bon ou pas bon. En tout cas, il est bon pour moi. Et voilà, on verra ce que les prochaines années nous disent. Mais voilà, on s'est rendu compte que les solutions qui ont été proposées n'ont pas été les bonnes, que malheureusement, on n'a fait qu'aggraver les choses. Donc, c'est tirer une leçon de tout ça, mais je pense que ça a été tellement loin au niveau politique, économique et avec les lobbying qui sont derrière, que ça va être compliqué d'avoir, voilà. Aux États-Unis, ça bouge beaucoup actuellement. Il y a plein d'endroits où ça commence à bouger. On commence à dire: «Ouh là, attends, c'est pas tout à fait ça». Tu vois, le fait de dire qu'au début, c'était un pangolin qui nous avait transmis ça, on sait très bien que c'est sorti d'un laboratoire. Je suis pas en train de dire que quelqu'un a fait exprès, hein. Ça, je pourrais pas le dire. J'ai pas Maintenant, on sait que c'est un laboratoire. Maintenant, c'est avéré. Bon, tu vois, tout ça, ça a été longtemps dénigré, caché, où on a stigmatisé des gens, tu vois? Donc il y a tout un tas de choses qui sortiront et qui sont intéressantes à sortir, et moi je suis pas là pour, accuser qui que ce soit, c'est juste de d'être vigilant sur ce qu'on nous dit. Et j'aime bien les accords Toltec, et dans le 5e accord Toltec, il y a écrit, «Soyez sceptiques», et voilà, ça veut dire essayer de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qui nous a peut-être manqué un petit peu, et être capable de bien communiquer, être capable de bien écouter et de bien entendre et de bien partager les choses, c'est ce qui nous a manqué pendant cette crise, et on a tout de suite mis de côté des gens qui n'avaient pas le je dirais le même discours que dans les hautes sphères de la doxa, et donc moi je trouve que ça pose quand même problème quand on ne peut plus, échanger. Ça, c'est sûr qu'il y a qu'avec le dialogue qu'on peut avancer et trouver des solutions, constructives. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres points, parce que je sais que tu as pas un temps illimité, est-ce qu'il y a d'autres points que tu aurais aimé, qu'on aborde dans cet entretien? On pourra se permettre d'en prendre, peut-être de faire une partie 2, parce que, de toute façon, dès qu'on ouvre un tiroir avec toi, il y a plein de sujets à explorer, que ce soit, voilà, sur des contextes géopolitiques un peu des crises historiques, qu'on aurait pu développer. Enfin, voilà, je sais qu'il y a plein d'autres sujets. Est-ce que là, il y a un Oui. sujet qui te tient à cœur que tu aimerais, Bah, aborder? écoute, il reste un peu de choses. Je pense qu'on peut laisser l'ouverture à un épisode 2 avec grand plaisir, hein, c'est clair. Après, c'est plus des conseils pour des gens qui veulent partir maintenant. Alors, les crises ont beaucoup bougé, évolué. Ce qui se passe actuellement à Gaza est terrible. Enfin, à Gaza, dans toute cette région, hein. Israël a été impacté au départ, hein, en mois d'octobre, mais les répercussions maintenant sur les populations palestiniennes sont quand même terribles. Moi, je suis pas juriste, donc je vais pas rentrer dans les débats de de ça. Est-ce qu'on est face à un génocide, face à, ça? En tout cas, on est face à une population qui souffre et qui est effectivement, fortement impactée, avec des hôpitaux qui sont, détruits. Alors ça, c'est impossible. Avec du personnel humanitaire, on a perdu plus de 150 personnes, heu, dans le secteur. Ça, c'est Ouais, ça, c'est quelque chose qui va être un tournant. Alors, du coup, on se rapproche. Alors là, je suis incompétent dans le domaine, je ne vais pas aller dedans. La Cour pénale internationale, quel rôle va-t-elle jouer? Est-ce qu'elle va je ne sais pas, ça dans quelques mois, on aura enfin, il y a quand même un tournant qui est intéressant, puisque pour avoir vécu les périodes de la guerre d'ex-Yougoslavie, il a fallu quand même des années, des décennies pour Mmh. que Milosevic, Karadzic et tous ces gens-là soient jugés. Ou, Taylor, que j'ai connu, enfin, j'ai pas connu Taylor, mais le conflit là-bas. Donc, tu vois, c'est quand même, il y a plein de choses, je pense, qui évoluent, qui bougent. Il y a tout un tas de trucs, voilà. Donc, on pourra faire un épisode 2, 3 avec plaisir, quand tu voudras. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà aujourd'hui, quoi. Et du coup, tu l'as évoqué rapidement, mais tu as anticipé ma question. Toi qui maintenant es dans la formation et la transmission auprès des nouvelles générations d'humanitaires, quels conseils est-ce que tu peux donner
aux personnes qui écoutent ce podcast, qui ont été patientes d'écouter jusqu'au bout et qui peut-être seraient curieux de savoir, bah voilà, toi, quel conseil est-ce que tu donnes aujourd'hui à quelqu'un qui s'intéresse ou qui envisage de se lancer dans l'humanitaire ou qui s'est lancé mais qui ne sait pas s'il va continuer à en faire sa carrière? Déjà, je les remercie d'être restés jusque-là. Et ils ont travaillé 2 choses, c'est-à-dire la patience, une première partie et puis du coup d'être capable d'écouter des gens qui passent des choses. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que j'ai dit évidemment et puis, le côté, adaptabilité, flexibilité qui vont être 2 points importants dans le métier d'humanitaire, et puis être à l'écoute, de tout ce qui peut se passer et parfois on a une vision des choses qui est pas la bonne, et c'est bien de pouvoir être capable de revenir là-dessus, d'être, hem, tout le temps à l'écoute et puis, bah, je leur dirais vraiment de partir avec un maximum de, je dirais d'énergie parce que sur place, on ne sait pas ce qu'on peut retrouver, d'accord? Et on a tout un tas de choses à gérer qui sont les déceptions, les frustrations, voilà, tout va pas assez vite et tout, donc tout ça, c'est à travailler, donc on pourra reparler sur une autre session, mais je pense que c'est quelque chose qui est très impactant pour les gens qui sont dans une société, alors surtout des jeunes générations, qui sont des sociétés où on est dans l'immédiateté, avec, le téléphone, tout ce que tu veux et donc là, là, il y a des endroits encore où on va prendre 3 jours pour faire une signature. C'est comme ça. Donc l'ambiance interculturelle, est importante à aborder, de bien prendre ça en compte et puis de voir comment on va travailler avec le personnel national qui vont être pour nous notre soutien le plus proche. Donc bien s'intéresser à cette interculturalité et comment je vais, moi, apporter qu'est-ce que je vais apporter aux gens? Comment ça va se faire? Comment, être capable d'être à l'écoute, d'observer, beaucoup d'observation. Eh ben, merci beaucoup. Donc en fait, beaucoup de qualités, pas forcément, techniques, mais ce qu'on appelle un peu le savoir-être quoi, une capacité à se laisser Empathique. surprendre. Ouais, OK, super. Bah, merci beaucoup Jean-Pierre, merci pour ton témoignage et puis à bientôt peut-être sur le podcast. Ben avec grand plaisir Bertrand, merci pour l'invitation et puis, au grand plaisir pour une partie 2 si tu en vois le besoin. Salut Bertrand.